Bonjour à vous tous, 300 millions de critiques, toute l'actualité culturelle. Nous sommes à la Fondation Vuitton pour cette extraordinaire exposition consacrée donc à 200 œuvres du MoMA qui ont été prêtées pendant le réaménagement du MoMA à New York, avec des tableaux qui vont donc de Picasso à David Hemmons. Donc l'essentiel de la fin du 19e siècle, Cézanne, jusqu'à l'actualité culturelle la plus intéressante, la plus pointue de l'Amérique d'aujourd'hui. Et nous sommes avec Carl Van Esther. Bonjour Carl, bienvenue. Bonjour. Vous êtes à la fois le patron des éditions donc Sancho et des éditions Place des Victoires, et on va parler d'un sujet qu'on aborde assez peu, c'est l'essentiel des livres d'art, ou en tout cas des livres sophistiqués dans ce domaine, car c'est un monde qu'on aborde assez peu, y compris dans les émissions littéraires à la télévision. Est-ce que ce secteur d'abord marche bien, celui que vous connaissez bien ? Alors, il ne marche pas très bien, mais dans un secteur en régression, on a toujours des très belles créations qui se font dans le monde. L'édition d'art dans le monde en général est mal aimée par les chaînes, les grandes chaînes. En revanche, en France, on a la chance d'avoir un réseau de libraires grâce au prix unique du livre qui fait qu'on arrive à publier encore des belles choses. Des très beaux livres, notamment Oui. pour les fêtes, puisque nous approchons Oui. des fêtes. Dans le cadre justement de la politique éditoriale que vous menez, qu'est-ce que vous avez sorti récemment qui donne envie à ceux qui nous regardent, puisqu'on est là pour ça au fond? Bon, alors, moi, là, c'est l'Art de Lyon qui nous a demandé 4 ans de travail. Évidemment, c'est un travail très, très compliqué. C'est un livre que j'adore. Moi, j'adore aussi, là, ce que je viens de publier, c'est la Syrie antique, parce qu'on conserve comme ça, par un livre, le patrimoine de ce pays fantastique, qui a été d'une influence importante dans toutes nos civilisations, le bassin méditerranéen. Il y a même eu un empereur romain qui s'appelait Philippe l'Arabe, qui a été empereur pendant 5 ans. Donc il y a aussi pas mal de petits livres faits pour le grand public, qui sont pas chers du tout, à 10 €. Donc on peut passer de 60 € à 10 €, tout en s'amusant avec des livres d'art. Ce qui est intéressant dans le livre d'art, c'est justement l'attention extraordinaire qu'on peut mener en termes de maquette entre justement un texte qui doit être sophistiqué. Quand on parle de la Syrie, il ne faut pas s'adresser à n'importe qui. Et en même temps, une iconographie qui doit être belle, presque comme des œuvres que celles qu'on voit ici. Bien sûr, et ça, c'est un travail aussi assez technique, puisqu'il y a tout le travail antérieur à l'impression, où c'est le travail aujourd'hui très digitalisé qui fait qu'on arrive à rendre les images plus belles que la photographie éventuelle. Mais là, je vois par exemple aussi dans mes coups de cœur, nous avons publié Walker Evans, les photographies de la Grande Dépression. Grand photographe américain. Voilà, et ils sont ici exposés aussi. Là, j'ai vu pas mal de photos de Walker Evans que j'adore. Quand on fabrique un livre, parce que c'est important pour les gens, c'est leur accessibilité à l'art passe souvent par les livres, est-ce qu'on fait une sorte de chemin de fer sur un mur où on met le texte, les images, pour construire ça un peu comme une architecture? Oui, c'est ça, c'est des chemins de fer, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, où on commence et puis on échange les images, les textes, on essaye de demander à l'auteur s'il peut rajouter un peu de texte là pour... En fait, c'est des légendes plutôt, parce que le corps du texte, en général, il l'a écrit et ce sont des historiens de l'art qui écrivent de très très bons textes, mais sur les légendes, quand on bouscule un peu la maquette pour la rendre un peu plus agréable, comme un film finalement, là les auteurs nous aident et réécrivent des légendes, voilà. Est-ce que vous avez un lien direct avec toutes les librairies des musées? Parce que là, nous sommes dans un musée, même si c'est une fondation, il y a Pompidou, le Louvre Lens. Alors, moi, j'ai la chance d'être distribué par un très grand distributeur, qui est le groupe Editis. Donc, ils vont partout. On peut aller dans 40 000 points de vente, mais on ne peut pas envoyer dans 40 000 points de vente des livres d'art. Ça, c'est impossible. On en envoie plutôt dans 500 points de vente. Et quelle est justement la fourchette basse des prix qu'on peut aborder? Parce que dans les livres d'art, on peut faire des livres somptueux qui coûtent plusieurs milliers d'euros avec en intégrant des lithographies, par exemple. Ou est-ce qu'on arrive à démocratiser le livre d'art en gardant la qualité? Bien sûr, on peut imprimer en qualité des petits livres avec peu de pages, dans le genre 200 pages, en petit format, et qui sont à 10 €. C'est ce que nous avons toute une série. Nous avons 30 titres aujourd'hui, des monographies, qui sont vendus à 10 €. Tout à l'heure, on parlait de Walker Evans. Quand vous avez commencé cette carrière, avant de reprendre les éditions de Chou, puis les autres, puis Place des Victoires, est-ce qu'il y avait des livres d'art qui vous avaient marqué, Carl Van Esther? Alors moi, ce qui m'avait marqué, c'était la bibliothèque de mon grand-père qui était architecte, et c'était très spécialisé sur l'architecture, mais en particulier sur l'art nouveau, l'art déco, que ce soit à Barcelone ou à Prague. Donc ça m'avait marqué. Je voulais être architecte, mais mon grand-père m'a demandé de renoncer parce que je n'avais aucun goût. Je pense qu'il avait raison.
Est-ce que vous avez des œuvres qui vous ont marqué, puisque nous sommes dans un musée qui représente en gros le XXe siècle, puisqu'on va de Cézanne jusqu'à la création la plus contemporaine? Alors moi, c'est très bateau, mais c'est l'enlèvement de Proserpine du Bernin qui m'a vraiment marqué, parce que cette sculpture avec les doigts qui rentrent dans la chair de Proserpine, ça m'avait marqué enfant, et je trouvais ça très, très érotique, et je me demandais comment on arrivait à créer cet érotisme, illusion, en fait. Oui, sur du marbre, comme ça, oui. Dernier point, la francophonie, c'est un enjeu pour vous? Ah oui, bien sûr, nous vendons partout. D'abord, nous vendons dans le monde entier en plusieurs langues, parce que sinon, les frais ne s'amortissent pas. Les frais fixes de création ne s'amortissent pas si on n'arrive pas à vendre dans le monde. Et ensuite, la francophonie, bien sûr, puisque nous vendons beaucoup au Québec, mais aussi en Afrique du Nord, au Liban. Le Liban est un très bon client pour nous, voilà. Merci beaucoup d'être venu donc ici même dans cette salle de la Fondation Vuitton. Nous allons donc poursuivre l'examen de l'actualité culturelle. Il était important de faire un petit point justement sur le livre d'art, car les fêtes approchent et n'hésitez pas à acheter ces livres magnifiques qui demandent un travail et une composition extraordinaire. Karl, merci. Merci à Passez une meilleure journée. Voici le sommaire. Le Belge Thomas Gunzik est bien connu des auditeurs de la RTBF pour ses chroniques à l'humour acerbe. Auteur de théâtre et scénariste, nous allons aujourd'hui parler de ses talents d'écrivain. Et il va être question de chansons françaises avec le nouvel album de Julien Clerc qui fêtera ses 50 ans de carrière en 2018. Le dernier Julien Clerc est-il un bon cru pour l'équipe de 300 millions de critiques? Vous le saurez en restant avec nous. Le Palais de Tokyo a confié à l'artiste française Camille Enrault la totalité de ses espaces d'exposition. Une carte blanche impressionnante qui va nous fournir un sujet de débat. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voilà, quelle chance d'être dans cette salle de la Fondation Louis Vuitton où vous trouvez donc des œuvres qui sont absolument célébrissimes de l'histoire de l'art. Cette sculpture de Brancusi, le baigneur de Cézanne, l'atelier du peintre de Picasso, et donc ça continue de salle en salle. C'est un succès colossal. Nous sommes avec Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde. Mon cher Yves, bonjour. Nous allons dérouler et réfléchir au sommaire qui nous a été proposé. Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Bonjour. Pascal Bourgault, bonjour Michel, de la RTBF, et Mathieu Dugal de Radio-Canada. Bonjour à tous les deux. Le Belge, c'est le premier sujet. Thomas Gunzik, que vous connaissez bien, Pascal, est bien connu des auditeurs de la RTBF pour ses cafés serrés, qui sont des chroniques à l'humour acerbe, auteur de théâtre, scénariste. Nous allons aujourd'hui parler de ses talents d'écrivain, après quelques images de son passage dans le fameux 64 minutes de TV5 Monde. Regardez. Vous êtes écrivain, mais vous êtes également chroniqueur à la radio belge dans Café Serré. On va regarder un extrait justement d'une des chroniques, toujours avec cet humour noir, ce pessimisme aussi. Regardez. Il est 6 h du matin et sous l'éternel petit crachin tiède composé à 10% d'eau sale, à 10% d'uranium appauvri et à 80% de sulfate d'ammonium, le petit Cheng Gunzik se rend à l'école. Le petit garçon attend son bus qui, il le sait, passera peut-être ou peut-être pas, on ne sait pas bien. Ils se font rares les bus depuis que les indispensables économies au niveau de l'entretien, du carburant et des pneus et des routes ont rendu leur conduite un peu compliquée, surtout par des chauffeurs dont la moyenne d'âge est de 83 ans. Mais attention, ils ne se plaignent pas, ces chauffeurs. Ils savent qu'avec un travail de 51 heures semaine et 3 jours de congés légaux par an, ils sont des privilégiés. Et les grandes actions syndicales de l'été 2028 n'y sont pas pour rien. Ils n'ont rien lâché. Bref, le petit Cheng Gunzik, qui à l'instant où je vous parle, mâchouille sa tartine de pain labellisé Bayer Monsanto, 4% de farine OGM, 30% d'insecticides, 66% de sable bitumineux canadien, espère ne pas être en retard. On espère, oui. Thomas Gunzik, en allant aussi loin dans la noirceur, vous cherchez évidemment à faire rire et également, j'imagine, à mettre de la distance par rapport à ce monde qui nous entoure. Je ne sais pas du tout pourquoi je fais ce que je fais. Ça, c'est terrible parce que souvent on me demande pourquoi être chinois, pourquoi. En fait, je pense que moi et la plupart des auteurs en général ne savent pas très bien pourquoi ils font ce qu'ils font. Il se fait que j'ai essayé 1000 fois de faire autre chose dans l'espoir de vendre beaucoup plus de livres, d'avoir beaucoup plus de succès. Ça ne marche pas en fait. Je ne suis bon entre guillemets que dans ce type d'humour, de noirceur. Est-ce que c'est un esprit belge aussi, parce que c'est un peu surréaliste aussi parfois, notamment dans votre précédent roman, on était dans quelque chose même de futuriste, de
fictionnel très oui, très non, fort. je ne pense pas que ça soit un esprit belge, parce que le précédent bouquin était plutôt presque... Il y avait une inspiration un peu de science-fiction. Science-fiction, oui, complètement. Qu'on retrouve beaucoup chez les Américains, chez les Anglo-Saxons, même quelquefois un peu chez les Allemands. Non, peut-être que c'est un type d'humour, un type d'univers dans lequel la littérature francophone va un peu moins chercher. Mais je ne pense pas que ce soit spécifiquement belge. Voilà pour cet extrait. Je suis le dernier à porter des gilets de vieux notaires. C'est pour ça que nous allons commencer par vous, ma chère Pascale. Ah bah merci pour mon gilet. Mais non, mais justement, vous êtes magnifique, resplendissante, bleu électrique. La vie sauvage est l'un des succès de la rentrée littéraire francophone. Que peut-on dire de ce garçon et de son travail? Thomas Gunzig, c'est un peu le cancre qui est devenu écrivain. En fait, il était dyslexique, donc il a passé ses primaires dans une école spécialisée. Et puis, il a atterri dans mon école. Alors, je vous rassure, c'est une école normale, on peut encore discuter de la normalité, donc un collège normal. Il est arrivé, il était un peu mal dans sa peau, timide, un peu dans la lune, parce que son papa est cosmologue, je ne sais pas si ça vient de là, mais il était déjà très différent. Cosmologue, exactement. C'est un spécialiste, vous le savez, de la réalité quantique, c'est un physicien, etc. Donc il a peut-être hérité de ça, mais en tout cas, il a toujours été différent. C'est pas un très très bon élève, mais il était la différence, ce garçon. Mais voilà, il était déjà très très drôle. Et il a gardé de ce parcours scolaire comme une colère qu'on retrouve dans toute son œuvre. C'est un homme révolté, c'est un homme en colère. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système scolaire lui a dit pendant toute cette enfance... T'es pas normal, mon gars. Voilà, tu n'es pas normal, tu n'es pas adapté. Alors que lui, il est convaincu, et il a raison, que c'est le système qui doit changer, c'est la société qui doit changer. Et on retrouve ça quand même dans toute son œuvre, une dizaine de romans et de pièces de théâtre, un scénario de film aussi. C'est lui qui a écrit quand même le Tout Nouveau Testament avec Jaco van der Mael, pour lequel ils ont reçu le Magritte du meilleur scénario. Alors venons-en à La vie sauvage. Que raconte La vie sauvage? C'est Charles, un petit enfant qui est perdu dans la jungle africaine parce que l'avion avec ses parents fait un crash, tout le monde meurt sauf lui, et il est repéré grâce à ce système de Google Maps. Vous savez, on repère un petit enfant, enfin un jeune homme blanc parmi une tribu de noirs, on vient le chercher, on le ramène en Belgique et il découvre... Mathieu est en train d'intérioriser cette situation dramatique. Regardez-le, il est là. Mais c'est dramatique. Il se sent craché au fin fond de l'Alberta et tout d'un coup, on l'a retrouvé grâce à un GPS. Et donc voilà, il découvre la Belgique. Et alors, il utilise ce procédé littéraire qui n'est absolument pas nouveau, c'est-à-dire que le regard de l'autre permet de décrire une réalité. Voltaire l'a fait, Montesquieu l'a fait, Rudyard Kipling l'a fait avec Mowgli. Enfin bon, voilà, donc il découvre, lui, venant d'Afrique, la Belgique, son oncle qui est bourgmestre corrompu, qui est un homme absolument désagréable, les femmes, les ados, l'école, les psys, enfin tout le monde, personne n'est sauvé dans ce roman. Voilà, c'est très drôle et c'est à la fois très caustique. C'est très Thomas Gunzig, vraiment. Voilà, ça s'appelle description. la vie sauvage. Mathieu. Eh bien, j'aurais dû tout aimer de ce roman. Je dois dire que j'ai découvert Thomas Gunzig avec ce roman. En fait, je ne savais pas que je le connaissais parce que j'avais beaucoup aimé le Tout Nouveau Testament, qui est un film que tout le monde devrait voir. C'est un petit bijou, ce film-là, tant dans l'écriture que dans la manière dont on en avait parlé d'ailleurs ici à l'émission. Et donc, moi, je l'ai découvert par le truchement de ce roman-là. Je suis allé voir ses chroniques très intéressantes. Ça m'a beaucoup rappelé un peu ce que Philippe Meyer faisait également à une autre époque. Et en fait, j'ai aimé ça. Je trouve que effectivement, c'est un excellent roman, mais il y a quelque chose, moi, qui m'a dérangé tout au long de cette lecture-là. Et je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Et en fait, je pense que vraiment, ce qui m'a heurté, ce que je trouve qui est le bémol, c'est qu'on revient encore avec un vieil argument, c'est-à-dire, bon, il ne l'a pas inventé, c'est Rousseau non plus, mais ce mythe du regard vierge. Le regard vierge, le bon sauvage, qui n'est pas entaché par les tares de la civilisation et qui n'a pas vu encore la laideur d'une ville. Ça revient beaucoup, la fameuse laideur de nos villes. Mais quand on s'y arrête, les villes, ça fait des millénaires qu'on habite dans des villes. C'est pas nouveau, ce phénomène-là. Depuis 2007, les Homo sapiens, c'est majoritairement un animal urbain. C'est la première fois que nous habitons dans des villes. Et donc,
j'ai toujours un peu de misère avec cette espèce de regard, comme si on avait perdu une partie de notre nature humaine, si on est rendu dans des villes, si on est dans des environnements de béton. Vous êtes un urbain, vous adorez ça. Non, mais je suis un urbain, comme moi. Non, mais historiquement parlant, nous sommes une espèce qui était dans les villes, qui est dans les villes depuis des millénaires. Donc, ça fait pas... La ville n'est pas quelque chose de nouveau, la dépravation de la ville n'est pas quelque chose de nouveau. Cette bascule vous plaît moins que Pascal. Mais en même temps, c'est un excellent raconteur. Je vais le coller dans un champ de maïs, vous allez voir la tête de Mathieu dans un champ de maïs pendant 6 mois. J'habite pas loin Il sera là en train de dire, oui, il y a de la techno, amenez-moi de la techno. Le maïs, c'est une invention humaine. Hein? Ouais, faut quand même le Mais vous rappeler. êtes transgénique. Allez-y, terminez. Et donc, cela dit, c'est un excellent conteur, ça se lit... C'est un page-turner, ça se lit vraiment très, très bien. Mais en même temps, cette espèce d'argument-là, moi, j'ai trouvé que c'était un peu passé date. Voilà. Yves et Michel. Alors, Thomas Gunzig n'était pas à l'école de ma sœur, contrairement dans la classe de ma sœur, comme celle de Pascal, mais je le connais effectivement de la RTBF, puisqu'il tenait une chronique aussi sur les politiques et les grands de Belgique dans les bureaux du pouvoir, l'émission de Fabienne Van de Merch. Ce roman, il est l'expression d'un cynisme, effectivement, d'un regard très cruel, de portrait de nos sociétés, parce qu'elles ne sont pas que belges, de la part de quelqu'un qui est formidablement désillusionné par rapport à notre civilisation et qui fait, effectivement, à la Rousseau ou Thoreau ou tellement d'autres dans l'histoire, du retour à la nature ou du retour à l'origine, le fameux paradis perdu de Milton, de Proust, etc., de qui vous voudrez, et donc en l'occurrence de l'Afrique à laquelle il a été arraché, parce qu'il est obsédé par l'idée de revenir en Afrique, à la fois pour la pureté qu'il imagine de la nature africaine, mais aussi parce qu'il veut retrouver septembre, non pas le mois de l'année, mais sa petite amie qu'il a laissée en Afrique. Alors, les critiques, car c'est à la fois un grand succès de la rentrée littéraire en Belgique et pas uniquement, mais les critiques vont évidemment souligner ce cynisme sans doute excessif, cette critique sociale considérée comme excessive. Elle ne l'est pas nécessairement, enfin elle l'est pour Mathieu, mais elle ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et aussi un autre aspect d'ailleurs que la plupart des critiques passent totalement sous silence dans les comptes rendus que j'ai pu lire, notamment de la presse belge, c'est que c'est un roman très sexuel aussi. Absolument. Parce qu'il est un peu comme Jacques Dutronc, si vous voulez. Il a le joujou extra qui fait crac-boum-hu et il manipule donc... il manipule pour pouvoir revenir en Afrique, il manipule beaucoup de femmes qu'il séduit donc de manière à parvenir à ses fins étant de retrouver cette septembre à laquelle il rêve tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est un excellent roman. Moi, je l'ai, comme Pascal, qui l'a lu en une nuit, ou Mathieu, je l'ai dévoré. Ça se lit très vite, c'est très agréable à lire, c'est passionnant, mais je préviens simplement le lecteur ou la lectrice qu'il y a quelques passages un peu chauds qui pourraient éventuellement vous donner envie de le lire. Voilà ce que vous voulez dire. Mais j'aurais prévenu. Michel. Alors, c'est un excellent bouquin. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça se lit extrêmement vite. C'est vrai que je l'ai lu en une journée ou moins. Je ne partage pas complètement, alors en revanche, je peux comprendre la critique, mais je ne partage pas tout à fait ce côté passéiste ou mythe du bon sauvage. Moi, je le vois, parce que finalement, il n'encense pas non plus la réalité, entre guillemets, africaine dans laquelle il a grandi. Simplement, ce que je comprends dans le livre, c'est que c'est dur, c'est aussi sale, c'est boueux, c'est moche, etc. Mais par contre, on connaît les règles et les choses sont claires. Et ce qu'il dénonce dans la société dans laquelle il atterrit, c'est finalement cette société de faux-semblants, d'hypocrisie, effectivement de mort lente. Et c'est plus qu'un retour ou qu'un dénigrement, on va dire, de la ville ou une mise en avant, on va dire, d'un continent de paradis perdu. C'est plus une sorte de mise en abîme ou de confrontation avec une société qui est la nôtre, la société occidentale.
qu'il critique de manière extrêmement vigoureuse, avec une désillusion qui est évidemment marquée. Moi, j'ai trouvé une plume remarquable. Le style, moi, le style m'a plu. Il a un style, ce garçon. Il a une écriture, moi, qui me touche, qui me plaît, parce qu'il y a un côté un peu baroque comme ça, qui est imagé. On sent, il y a des parfums. C'est une écriture qui est une sorte qui est concrète. Enfin, on rentre dans ce bouquin. Je trouve que c'est formidablement bien écrit. Puis en plus, il faut quand même dire aussi une chose, c'est qu'au-delà de la critique, évidemment, de la société occidentale qu'il fait avec une belle lucidité, je trouve. Je veux dire, qu'ils réussissent dans le même bouquin à critiquer la société, à nous parler de littérature, parce que Baudelaire, Verlaine et Rimbaud sont quand même aussi fréquemment cités dans le bouquin que les scènes de sexe. Mais ils sont passés en Belgique, tous les trois. Qu'on ait une mini-histoire de la psychanalyse, en plus, aussi dans le bouquin, et puis, accessoirement, qu'on nous fasse un portrait assez pertinent, je trouve, d'une adolescence, avec les bons côtés de l'adolescence. Notamment, il parle de toute la solidarité, je ne vais pas dévoiler la fin du livre, mais qui parle de toute la solidarité adolescente. Je trouve qu'il a un regard comme ça, certes un peu désillusionné, certes désabusé, mais il y a quand même une pertinence sociologique avec humour, avec cynisme, avec une plume magnifique, moi qui m'a éminemment séduit. C'est un très bon livre. Voilà, Thomas Gunzig a séduit la toile avec La vie sauvage sur Instagram, par exemple. Et Eleonora partage une photo de l'avant-propos de l'ouvrage pour montrer son enthousiasme. Twitter, page Facebook, au bas de l'écran, vous le savez. Deuxième sujet, il va être question de chansons françaises, de chansons francophones, avec le nouvel album de Julien Clerc qui fêtera ses 50 ans de carrière en 2018. Au casting de son nouvel album, À nos amours, on croise des amis et des collaborations inédites. Je parle des textes, Carla Bruni, Marc Lavoine, Vianney ou encore Brigitte Fontaine. Le dernier Julien Clerc est-il un bon cru? Nous en débattrons après cet extrait du clip Je t'aime, etc. Mon amour, je sais c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, je sais c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. C'est comme ça, je t'aime, etc. Je t'aime, etc. Je t'aime, etc. Je vais commencer avec vous, donc Yves Bigot, le grand spécialiste de la musique dans cette équipe de 300 millions de critiques. Il y a deux caractéristiques pour Julien Clerc. C'est une certaine forme de dignité du personnage depuis des années. Il traverse le monde de la variété française avec une sorte de pose presque altière, on peut dire. Et puis le côté totalement intact, d'une certaine manière, comme Mick Jagger qu'on a vu passer sur les scènes françaises récemment, intact de la voix. C'est-à-dire les années passent, la voix est là. Mais pas que la voix, Guillaume, il est magnifique, il est presque de plus en plus beau. Je veux dire, ça a toujours été un bel homme, mais je veux dire, il vieillit d'une manière absolument incroyable. Il a ce sourire et ce visage tellement lumineux qui vous conquiert déjà avant même qu'il commence à chanter. Et puis, vous l'avez dit, sa voix est totalement inaltérable et inaltérée à 70 ans, ce qui évidemment n'est pas le cas de tous les chanteurs. Donc ce nouvel album a plusieurs caractéristiques spécifiques qui font que ça n'est pas un album de Julien Clerc de plus. La première, donc, c'est que l'album est réalisé par Calogero, avec qui il n'avait jamais collaboré, qui a cherché à retrouver un peu avec un côté malgré tout un peu plus italien, mais à retrouver les grands arrangements de cordes qui étaient ceux de Jean-Claude Petit, qui avait fait le style du Julien Clerc qu'on avait découvert la cavalerie, etc. en 68, voilà, de manière absolument flamboyante. Et l'autre caractéristique particulière, c'est que c'est la première fois qu'il utilise autant d'auteurs sur un album. Jusque-là, pendant les 10 premières années de sa carrière, c'était 80% Rodagil, 20% Maurice Vallet. Ensuite, il a travaillé avec Dabadi, il a travaillé avec David McNeil, Maxime Le Forestier. Voilà, Carla Bruni et d'autres. Mais à chaque fois, chacun avait une bonne partie de l'album à lui. Là, c'est la première fois que seulement 2 des auteurs ont 2 chansons. Et il a utilisé beaucoup de gens différents, ce qui donne donc une variété importante à ces thématiques. Alors, vous en avez cité quelques-uns. Guillaume, il y a un morceau qui s'appelle « Aimer », donc, par exemple, qui s'adresse à Aimé Césaire, le grand poète antillais. Il y a un morceau très intéressant, évidemment, pour notre vie à nous, à TV5 Monde, qui s'appelle « La Plata », qui parle du
consul à La Plata, et alors avec la vie qu'on peut imaginer pour les consuls dans le temps, qui font du cheval dans la pampa, puis qui ont une vie comme ça absolument incroyable et romantique. Et puis reste toujours pour Julien Clerc cette question, et vous voyez c'est déjà en partie ce que j'ai fait, c'est que, et je pense que ça, vous qui le connaissez très bien Guillaume, moi je pense que ça doit beaucoup l'irriter quand même au bout de 50 ans de carrière, qu'à chaque fois qu'il fait un disque on lui parle de ses paroliers, et que peu de gens s'intéresse au compositeur et au mélodiste qu'il est, qui est alors, un pianiste et un grand mélodiste de cette musique romantique à la française, qu'il est un des très très rares, en fait. Vous vous souvenez, l'ancien patron de Virgin, Richard Branson, quand il a failli passer définitivement chez les Anglais, lui avait dit finalement, et c'est là où on parle de la question de la langue qui nous traverse tous, si tu avais été anglais, tu serais Elton John. Parce qu'il y a un parallèle considérable entre justement cette mélodie installée dans les années 60, 70, 80 et la carrière d'Elton John, en plus symphonique, comme vous l'avez dit. Mathieu, on va passer du parce que Julien Clerc, il a fait toute une tournée là avant d'arriver en France. À Tahiti, c'est toujours la France. Ouais. Évidemment, une énorme tournée au Québec, discrète, avec 2 pianos, alors qu'il joue la plupart du temps avec des orchestres symphoniques. Donc il y a aussi ce côté combattant de la francophonie, puisqu'il va vous voir jusqu'au fin fond de l'Alberta, avec ses 2 pianos sur le dos. Fin fond du Québec, en fait. Il va dans beaucoup de petites villes. Et d'ailleurs, il est très connu depuis très longtemps au Québec, Julien Clerc. Très aimé. C'est quelqu'un qui a vraiment un public qui le suit, un public vraiment de fidèles. Et je pense que c'est le même un peu partout dans la francophonie. Vous parliez d'orchestre symphonique. Il a joué avec l'Orchestre symphonique de Montréal aux Francopholies. Il était vraiment... il a été adoré. Et d'ailleurs, il jouait... au Festival d'été de Québec, au lendemain de l'attentat de Nice. C'est un spectacle chargé d'émotions qu'il a fait vraiment avec beaucoup d'élégance. Il a été chanté, justement, en mémoire des victimes de Nice sur place. Oui, c'est ça. Et donc, il a réussi donc à vivre ça avec son public de manière très digne. On sait que c'était vraiment pas facile à vivre. Et moi, c'est quelqu'un que je suis vraiment un peu... je dirais pas un amateur, parce que je suis pas vraiment le public cible. C'est pas quelqu'un qui m'a touché en tant qu'amateur de musique, je dois dire. Même si j'ai un respect énorme pour son parcours, et on ne peut pas ne pas avoir de respect pour quelqu'un qui est dur, qui garde son fanbase pendant aussi longtemps, et qui aussi, dans le fond, j'écoutais son dernier album, et c'est la recette de Julien Clerc, la même qu'il le tient depuis 50 ans. Il le fait très bien. Mais ce qui est intéressant dans son parcours, en tout cas au Québec, c'est que nous, et quand je dis nous, je parle de la plus jeune génération, on l'a redécouvert il y a quelques années avec une jeune chanteuse qui s'appelle Safia Nolin. Et elle a fait redécouvrir Julien Clerc à tout un jeune public, donc d'obédience, on pourrait dire, plus hipster. Et donc, ces gens-là qui suivent Safia Nolin, pour la plupart, ont découvert Julien Clerc. Ma préférence existait. Avec Ma préférence, qui était jouée, une très belle version d'ailleurs, en guitare-voix, c'est très dénudé. Et d'ailleurs, elle a rencontré Julien Clerc, qui, paraît-il, beaucoup apprécié son interprétation. Et donc, c'est intéressant de voir que là, maintenant, on a une jeune génération qui va s'approprier ces chansons-là, justement, parce que Safia Nolin aime beaucoup la musique mélodique. C'est quelqu'un qui adore, justement, c'est une musique qui est très riche, et c'est à dessein qu'il faut dire que Julien Clerc, outre ses paroliers, il faut s'arrêter à ces mélodies. C'est pas pour rien que ça nous reste dans la tête. Moi, je veux dire, cœur de rocker. Cœur de rocker, moi, même en n'étant pas fan officiel, je veux dire, c'est une chanson que j'apprécie. Oui, parce qu'il y a Plamondon aussi parmi ses paroliers. Oui, aussi. Il a su bien s'entourer. Et donc, moi, je dis chapeau et je dis... c'est incroyable de voir quelqu'un qui est inoxydable comme ça. Et vous l'avez dit, quelle prestance. C'est incroyable de voir cet homme-là à 70 ans qui chante aussi bien, avec cette prestance-là, que le public le suit. D'ailleurs, dans ses spectacles, il demande au public de voter pour des chansons préférées. Il va chanter des chansons que le public aura choisies. Un peu comme les Stones, justement. Oui, c'est un parcours qui est vraiment admirable. Dans l'album, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a des chansons qui sont portées par l'orchestre symphonique arrangé donc par Calogero, mais en même temps, il donne les mêmes versions piano-voix, ce qui donne, évidemment, on a pratiquement l'impression que ce sont des chansons différentes.
Est-ce que vous êtes une Julien fan? Alors, en tout cas, en Belgique, il a des fans et il y a vraiment un public qui le suit depuis très longtemps, depuis le départ. Il remplit des salles et d'ailleurs, il va faire une tournée. En janvier, il passe par toutes les grandes villes. Il sera dans un an à Forêt Nationale à Bruxelles, qui est la toute grande salle, 8500 personnes qui sont... voilà, c'est déjà pratiquement... C'est le premier artiste français à avoir fait Bercy à l'époque de Mélissa. Personne n'avait été à Bercy jusque-là. Michel, l'amateur de jazz. Alors là, on est plutôt dans une musique qui, justement, est assez éloignée du jazz, parce que c'est une musique très mélodique, un peu symphonique. C'est presque un croisement, j'allais dire, entre Dylan et Beethoven. Enfin, l'inspiration, souvent, qu'on trouve... Beethoven. Non, mais j'exagère. mais je n'avais pas pensé à ça, j'entends. On est moins du côté du swing que du côté du texte. Bien sûr. Posé sur une musique qui met en avant la voix, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Et d'autant plus, ce que disait Yves, c'est qu'on parle beaucoup des paroliers exactement de Julien Clerc, et puis on oublie que c'est lui qui compose toutes ces mélodies. Et que, généralement, à quelques exceptions près, il compose ses mélodies, il les donne aux paroliers, et ces derniers mettent des paroles sur les musiques que lui a composées. Donc c'est vraiment une œuvre d'artiste musicien. Et moi, qui ne suis pas non plus un spécialiste de Julien Clerc, ni un aficionado, en écoutant ce dernier album... Yves disait, alors c'est pas un album de plus. Alors je suis pas en train de dire que c'est un album de plus non plus, mais paradoxalement, même si ce sont d'autres paroliers, même si ce sont d'autres arrangements, c'est du Julien Clerc. Enfin, je veux dire, il y a une patte au niveau des mélodies, au niveau de la façon de faire, ça se reconnaît au bout de 2 mesures, même sans la voix. Enfin, il y a ces mélodies entraînantes qu'il est capable d'écrire depuis des décennies maintenant et qui fait ça formidablement bien. Et puis voilà, puis il y a sa façon de chanter. Et le public l'a toujours suivi, en Suisse d'ailleurs, comme dans toutes les régions francophones. Vous pourrez le découvrir sur scène, alors partout pratiquement en Europe, car il tourne en Europe francophone, mais un peu partout, soit en version symphonique, soit avec 2 pianos, comme il vient de le faire, donc chez Mathieu, ou chez nos amis polynésiens qui nous regardent avec beaucoup de plaisir. Sur Instagram, Calogero partage son admiration et sa fierté d'avoir collaboré avec Julien Clerc pour son nouvel album. C'est très réussi cette collaboration. Twitter, page Facebook de l'émission, aux adresses qui se trouvent au bas de l'écran. Ma chère Pascale, vous nous quittez. Vous pouvez prendre le Brancusi si vous voulez. Ça va être compliqué à mettre dans votre sac. C'est une des plus célèbres sculptures du monde et nous sommes ravis d'être à la Fondation Vuitton. Donc pour cette exposition consacrée au MoMA, voici le zap culturel de l'actualité francophone. Pascal, salut. Il avait en toutes circonstances la mine sérieuse et l'humour en embuscade. Standing ovation. C'est l'Amérique. En couleur, comme en noir et blanc. À 25 ans, comme à 80, Robert Hirsch aura toujours eu la fantaisie chevillée au corps. Pierrot! C'est Pierrot! Pierrot, viens écouter le petit chaperon rouge. Assieds-toi ici. J'avais un amoureux francophone. C'est comme ça que j'ai appris le français. Pour que le spectateur puisse se balader aisément parmi ces 300 œuvres réalisées par une quarantaine d'artistes, des œuvres créées sans aucune censure dans la liberté la plus totale. À première vue, on peut voir des œuvres fortement connotées du point de vue sexuel, mais à bien regarder, ces œuvres sont fortement sensuelles. Selon la Ligue contre le cancer, 7 nouveaux films français sur 10 montrent des personnages en train de fumer. Faut-il interdire le tabac à l'écran pour des raisons de santé publique? Ce raisonnement-là, je trouve que c'est très dangereux parce qu'on peut en arriver à se dire si on voit un dîner où il y a des gens qui boivent et puis qui ensuite prennent le volant, c'est dangereux, donc c'est interdit. J'ai bien peur qu'on ait un cinéma lisse et totalement déconnecté de la réalité. Cet opéra, fidèle à son passé, défend les valeurs d'indépendance et de liberté. Ici à la Monnaie, c'est vrai, à cause de cette histoire que la Belgique a commencé ici dans ces lieux, c'est quand même dans nos ADN de toujours créer la discussion. Vous, quelle est votre limite quand vous dessinez? Je n'ai qu'une seule limite. C'est que les dessins que je fais, j'ai envie de les partager. Accessible jusqu'au 30 novembre au château du Carrevelde, l'exposition Trait d'Union espère donc aider à mieux décoder le second degré et mieux mélanger les différentes communautés. Des sermons islamophobes de ce genre, Viratu en prononce depuis 2001. Le résultat, un appel à la haine qui provoque une crise humanitaire en Birmanie. J'emploie toujours le style que j'ai employé avec Amin Dada et Vergès, c'est-à-dire de ne pas l'accuser, de ne pas faire des jugements, de le faire parler. Je me suis plutôt intéressé sur le sens
voilà, l'accueil, la solidarité, le rejet, l'immigration. Il y a longtemps qu'elle aurait dû le renvoyer dans son village avec son mille. Messieurs les flamingants, j'ai deux mots à vous rire. Il y a trop longtemps que vous me faites rire. C'est la dernière polémique de l'œuvre de Jacques Brel. Avec les flamingants, l'artiste belge s'attaque aux nationalistes du nord du pays. J'aime les flamands. Et je me sens très à l'aise avec les flamands. Et eux se sentent à l'aise avec toi? Non. Pourquoi? Ils ont l'impression que je me fous de leur gueule. 400 millions de dollars pour ce tableau de Léonard de Vinci. Record mondial pour une œuvre à l'épopée rocambolesque. Et une fois qu'ils ont vu le show, mais ça crée ce questionnement dans l'esprit des gens, ça crée des discussions autour des tables, et là, les gens se renseignent, ils vont chercher leurs réponses, et par la suite, mais ils consultent un cabinet. Au niveau du subconscient, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et si l'hypnose-spectacle permettait de prendre conscience du pouvoir de l'hypnose thérapeutique? Allez-y, poussez, vous voulez sortir de son corps, allez-y. À 39 ans, le Palais de Tokyo a confié à la Française Camille Enrot la totalité de ses espaces d'exposition, plusieurs milliers de mètres carrés. Cette carte blanche est intitulée donc Days Are Dogs. Elle invite les visiteurs à s'interroger sur les rapports qui peuvent exister d'un point de vue philosophique, d'un point de vue littéraire, entre les fictions et les différentes définitions qui régissent notre existence. Toute l'exposition est consacrée autour d'une semaine, donc les jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi. La semaine étant considérée comme une fiction, parce que c'est une invention humaine, contrairement donc aux saisons. Camille Enrot a cette qualité absolument prodigieuse de faire à la fois des sculptures comme Brancusi, des tableaux de Picasso et de la vidéo, voire du cinéma, pour lequel elle a été récompensée à la Biennale de Venise. Voici justement un extrait d'une de ses vidéos. Create beings like himself to keep him company. In the beginning, there was no one to praise God's glory. The sun bearer hauled the sun across the sky on his back. Woman who fell from the sky rested on turtle's back. God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work. The arrow of time points to the heat death of the universe. The whole earth was heavy, and then Yahweh rested. Relaxation is the settling of a system into equilibrium. Resting. Pangu lay down, and resting, he died. The arrow of time, heat death of the universe. Pangu lay down, and resting, he died. Come on with it now, you gonna get it out. Yeah. Voilà, c'est une artiste multiforme que Camille Enrot. C'est donc un sujet qui vous a intéressé, visiblement. Mathieu? Camille Enrot m'intéresse depuis longtemps. On a l'impression que c'est une artiste totalisante, c'est-à-dire qu'elle veut toucher à tout, elle veut parler de tout. Grosse fatigue, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'elle s'intéresse beaucoup au mythe fondateur de l'humanité. Comment on raconte notre histoire, comment on l'a raconté, par exemple, avec des mythes religieux. Après, quand la science s'est mise de la partie, comment la science a voulu avoir elle-même son histoire, de la manière dont elle raconte le monde. Et on sent que Camille Enrot, c'est une littéraire, hein, et ça paraît parce que le rapport au livre est toujours très, très présent. Joyce, Proust. Et le rapport à la manière dont le livre organise également le savoir, c'est quelque chose qui la fascine. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a des herbiers, il y a des juxtapositions, par exemple, de catalogues de bijoux et de vente aux enchères. Et de fleurs séchées, de vente aux enchères, oui, voilà, et de fleurs séchées. Il y a du cinéma, vous l'avez dit, il y a des reconstitutions. Des fresques. En fait, elle fait des fresques. Elle fait aussi des installations. On se retrouve dans des grandes pièces où on a presque des cabinets de curiosités avec des artefacts de l'adolescence mélangés avec des œuvres d'art, des reproductions.
Et c'est une exposition, moi, que j'ai trouvée assez déroutante parce que on a l'impression qu'il faudrait revenir très souvent dans cette expo-là, un peu de la manière dont on va découvrir un musée, si on a la chance en y allant souvent. C'est une exposition qui est essoufflante parce que ça fait flèche de tout bois. On parle du rapport au mail, par exemple, au courriel, pour parler en québécois, où il y a une pièce au complet qui est consacrée donc à ces... où sont nos courriels? Que raconte-t-on dans nos courriels? Le spam, où se retrouve le spam? On est presque dans une espèce de cimetière du courriel. Il y a une autre pièce qu'elle consacre à une de ses... en fait, où elle invite une de ses amies qui reprend un concept de verrière avec des objets du quotidien en forme de plexiglas. Et donc, on est dans toutes sortes de médiums, on est dans toutes sortes de propositions sur, justement, sur ce thème-là. Et c'est extraordinaire. Moi, j'étais content de finalement entrer en contact autrement que par son film Grosse Fatigue avec son travail, mais en même temps, c'est une exposition qui demande beaucoup d'attention. C'est une exposition aussi où les propositions sont tellement diverses et approchent l'objet par tellement de chemins qu'on est, en tant que spectateur, si on n'est pas vraiment très familier avec tous ces artistes-là, parce qu'elle n'est pas seule, on est un peu essoufflé, même si le propos, il est magnifique. Et moi, j'aurais le goût de revenir à Camille Henry. Vous allez revenir. Et j'espère revenir. Voilà, c'est un autoportrait, donc divisé en 7 jours de la semaine. Vous savez qu'on a tous une vision du dimanche soir, du lundi matin, du mardi, avec fond de lecture extrêmement sophistiqué, comme l'a expliqué donc Mathieu. Et puis tous les domaines d'intervention, ce qui donne cette espèce d'impression que vous avez eue, c'est-à-dire qu'on se dit comment une fille de 39 ans, qui à mon avis dans 50 ans sera ici derrière les autres, peut-elle aborder les installations, la peinture, les fresques, la sculpture. Il y a des sculptures qui sont inspirées d'Henry Moore, l'anglais, ou de Miro, donc l'espagnol. C'est effectivement extraordinairement impressionnant pour une fille qui a obtenu tous ces prix. Est-ce que vous avez ressenti la même chose, c'est-à-dire de vous plonger dans un univers dont on se dit finalement, peut-être que dans 30 ans, on parlera de Camille Henry comme on parle aujourd'hui de ceux qui nous entourent ici. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oui, je crois que c'est pas tant. Moi, je rejoins assez... Alors, je suis d'accord avec ce qui est dit. Je rejoins Mathieu d'une certaine manière. Je suis tombé sur une phrase a posteriori de Camille Henry qui parlait de son exposition. Elle disait, à propos de cette carte blanche au Palais de Tokyo, elle disait « Je souhaite que l'expo ressemble à une expérience condensée de la vie ». Je crois qu'il y a à peu près tout qui est dit là-dedans. Et l'autre chose qui a éclairé, ou qui éclaire, on va dire, cette exposition pour moi, c'est son intérêt marqué, outre la littérature, pour l'anthropologie. Ça va au-delà de l'histoire de l'art, ça va au-delà de l'histoire. Elle a la volonté de nous montrer ou d'essayer de nous faire comprendre ou de nous parler de l'humanité. C'est abyssal comme exposition. Et la chose, alors on va dire, moi, qui m'a perturbé pendant cette exposition, c'est pas le travail de Camille Henry en soi. Ce que j'ai trouvé peut-être paradoxalement, outre toutes les qualités qu'on a mis en avant, plus compliqué, c'était le fait d'avoir voulu les regrouper selon cette trame narrative qui était la semaine. Et Days are dogs. Voilà, mais en lundi, mardi, mercredi, etc., enfin en commençant plutôt au samedi et en allant jusqu'au vendredi, parce que les œuvres qui sont présentées de Camille Henry sont, pour la majeure partie, des œuvres qui étaient préexistantes à cette expo, donc qui avaient été créées dans un complet autre but que celui d'être réorganisées de cette manière-là. Et j'avoue que moi, en parcourant l'exposition, j'ai essayé par moments de comprendre pourquoi on avait mis tel objet avec le mardi par rapport à des explications de la racine latine du mot, le dieu Mars, ou Vénus pour vendredi, ou la lune pour lundi, etc., etc. Et je trouve que les œuvres de Camille Henry ont une telle force, c'est une telle déflagration, c'est un tel Big Bang qui nous projette partout, que d'essayer de vouloir nous faire entrer dans une sorte de logique narrative à travers cette exposition-là, ça réduit paradoxalement, à mon sens, l'extraordinaire potentiel des œuvres qu'ont, ou qu'a plutôt les œuvres de Camille Henry. Ça rétrécit presque, ou ça nous cherche à faire rétrécir un peu le champ de vision, alors que, comme je le disais précédemment, on assiste à une sorte de Big Bang. Et le Big Bang, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est un truc qui nous éclabousse de partout, qui nous prend, qui nous avale. Et moi, je vais retourner voir cette exposition, clairement, parce que j'ai envie de la revoir vierge, on va dire, de cette trame narrative qui
pour moi, presque essaye d'écraser quelque peu la formidable liberté, l'extraordinaire force. C'est vraiment une exposition splendide, mais il faut pouvoir, à mon sens, appréhender les objets, les œuvres, avec une véritable liberté d'esprit. Est-ce que vous avez le sentiment, Yves, que tout d'un coup émergeait ce qu'on parle sur la scène de l'art contemporain, un peu moins souvent des Français et des jeunes Français, et que tout d'un coup, pour reprendre l'expression, une sorte de Star is Born, quoi. C'est qu'on découvre à travers cette jeune femme quelqu'un qui va marquer l'histoire de l'art dans les prochaines années? Sûrement, en tous les cas, c'est la chouchou du Palais de Tokyo, avec Sophie Calle, qui est l'autre nom en France depuis quelques Pas années. la même génération, il y en a une qui a quand même 30 ans de plus. Oui, bien sûr, mais certains ont découvert Sophie Calle qu'assez récemment. En tous les cas, c'est mon cas. Je m'afflige, tout ça, c'est ma très grande faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mais oui, effectivement. Alors, on a affaire, clairement, Guillaume, et vous nous en parlez depuis déjà plusieurs mois dans cette émission, à un talent majeur dont peut-être le seul reproche qu'on pourrait lui faire, mais c'est parfois le cas de l'art matériel, c'est une certaine aridité intellectuelle. On voit que c'est une cérébrale. Alors, une érudition tous azimuts absolument époustouflante et phénoménale, et avec quelque chose... c'est une multiste, déjà, ça c'est clair, mais qui... Finalement, j'ai essayé de me dire, mais voilà, à quoi ça me fait penser, ou quelles peuvent être les références que j'y trouve. Et en fait, d'une certaine façon, avec évidemment sa connaissance faramineuse, non seulement de l'histoire de l'art, mais vous parliez de l'anthropologie, de l'histoire de l'humanité, l'histoire des sciences, voilà, etc. Donc c'est un cerveau phénoménal. Et d'une certaine façon, ce qu'elle fait, ça rejoint un peu le fameux flot de conscience des artistes des années hippies, qui eux-mêmes, alors, me font penser au roman, mais alors avec la tendresse en moins, mais avec une partie de l'humour, malgré tout, par exemple, des romans de Tom Robbins, le psychanalyste hippie, ou voire même de Shakespeare, dans des choses qui sont fluides comme ça, comme le songe d'une nuit d'été. C'est-à-dire où, en fait, malgré la trame qui a été choisie, mais malgré tout, à l'intérieur de cette trame, on a l'impression qu'on avance ou qu'on se promène un peu comme dans un rêve, et avec ce qui sont les caractéristiques du rêve, c'est-à-dire l'acuité formidable à un moment d'un certain nombre de choses, et puis aussi l'espèce de flou de passer d'une chose à une autre sans trop bien comprendre pourquoi, mais en trouvant ça logique, puisque dans un rêve, on trouve toujours logique des choses qui, si on les écrit le lendemain matin, n'en ont plus. Belle définition, vous trouverez 3 salles magiques. Une où il y a des fresques qui ont été donc faites après un séjour d'1 an en Italie. Vous savez, les grandes fresques de Giotto, qui sont des fresques absolument sublimes. Et vous trouverez une grande salle de sculpture et en dessous les tableaux. Donc effectivement, nous vous le disons ici, à suivre. Elle est la 3e après Philippe Parreno et Tino Segal à s'être emparée du Palais de Tokyo. C'est une performance pour quelqu'un de fragile, que c'est un endroit gigantesque et qui est formidable parce que son patron est un type extraordinaire, mais qui n'est pas en soi donc une grande poésie. C'est-à-dire que c'est un truc un peu béton et béton brut. Donc, pas d'une grande poésie. Vous maniez l'euphémisme avec un rare brio. Bravo donc au patron du Palais de Tokyo. Les coups de cœur, Mathieu. Alors, vous savez, dans une autre vie, c'est-à-dire à Montréal, au Canada, je suis animateur d'une émission de culture numérique. Donc, tout ce qui a rapport au digital, on en parle. Alors, ça s'appelle La Sphère. Excellente émission. C'est un vrai, roman. C'est vrai. Un roman. Merci, Michel. Je vais vous donner votre 20 € après l'émission. Un roman, donc, de Pierre Ducrozet qui vient de sortir, L'invention des corps. Quand on parle de techno aujourd'hui, on parle beaucoup de transhumanisme. De plus en plus, la technologie, le numérique s'invite dans nos corps, va nous changer. Et il y a tout un courant de pensée dans la Silicon Valley pour qui le transhumanisme est devenu la nouvelle religion, parce que la Silicon Valley aussi déteste le corps, veut s'en affranchir. Ce roman-là, si vous voulez comprendre les tenants et les aboutissants autour des réflexions sur le transhumanisme, on y parle notamment de Peter Thiel, qui est ce multimilliardaire ouvertement transhumaniste. C'est une histoire qui se passe entre les cartels de la drogue au Mexique, entre les utopies libertariennes
scène, tout ça avec une force littéraire phénoménale. Ça s'appelle L'invention des corps chez Actes Sud. Voilà, Pierre Ducrozet. Michel. Un livre cette semaine, un livre de l'auteur suisse Anne Brecker, qui est paru aux éditions Zoé. Anne Brecker qui a déjà écrit plusieurs livres. Ici, elle raconte le retour d'une femme mûre dans son village de jeunesse, où elle retrouve aussi son amour de jeunesse. C'est un livre merveilleux de sensibilité, c'est raffiné, il y a de la poésie, il y a des senteurs, il y a des parfums. C'est un petit voyage dans lequel nous emmène cet auteur. C'est un très, très, très joli livre. Et ceux qui ont 50 ans ou plus comprendront ou appréhenderont le livre avec d'autant plus d'acuité, on va dire comme ça. Le meilleur des philosophes français, Michel Serres. La suite de son grand succès Petite Poussette, ça s'appelle C'était mieux avant, et justement il dit je sais de quoi je vous parle puisque avant j'y étais moi, étant donné l'âge de Michel Serres. Et je vais être très sympa avec vous. D'une part, c'est recommander à nos téléspectateurs de le lire, et avec vous aussi, parce que je vous propose qu'on le traite plus en avant dans une émission à venir. Et pourquoi je suis sympa avec vous? Parce que ça ne fait que 95 pages. Merci. Merci mille fois. Parmi les recommandations, puisque nous sommes ici à la Fondation Vuitton et qu'il y a donc le MoMA qui est présent, vous trouverez dans une salle qui est juste derrière nous un extraordinaire tableau de Jasper Jones, l'un des inventeurs du pop art, qui sont ces fameuses cartes américaines entièrement repeintes. Vous savez que Jasper Jones a repeint les drapeaux américains, il a repeint les cibles, il a repeint l'alphabet, et il a carrément pris le pari, c'était totalement nouveau dans l'histoire de l'art, de repeindre son pays. Mais comme il était Riopel, enfin c'est la génération de ces gens-là, c'est un tableau absolument faramineux. Donc il y a une exposition de Jasper Jones à Londres, à la Royal Gallery, mais c'est lié à la France et donc à ici, et une exposition puisqu'elle va venir, enfin pas celle-là mais une autre, la prochaine exposition qui aura lieu ici, c'est une exposition consacrée, ce sera la plus grande rétrospective qui n'ait jamais eu lieu de Jean-Michel Basquiat, et il y a à Londres aussi une exposition consacrée à Basquiat avec... C'est au Barbican Center avec assez peu de tableaux, mais une reconstitution du monde de Basquiat avec des vidéos, le Mud Club, tous les endroits où il a traîné, ses relations avec Andy Warhol. Les Anglais ont ce talent, nous aussi d'ailleurs, mais ils ont ce talent particulier. Les œuvres montrées ne sont pas extraordinaires, mais la façon dont la pédagogie est faite autour de l'artiste est extrêmement bien foutue. Voilà, nous avons essayé d'être complets, nous aimons la francophonie, nous sommes là, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je le sais. Sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, c'est ton indifférence qui est sa défense. Vous fait souvent offense quand elle est parmi mes amis de faïence. Je sais sa défaillance.